Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir à la conquête de la montagne du destin en compagnie de Frodon, Sam, etc. Vous avez bien compris qu'il s'agissait d'un jeu sur le thème du Seigneur des Anneaux. Eh bien ce n'est pas n'importe lequel puisque c'est la guerre de l'anneau, le jeu de cartes. Voilà, vous aviez déjà vu sur la chaîne, je vous mets le lien pour le jeu de plateau, la guerre de l'anneau sur la chaîne. Donc et bien maintenant vous allez avoir le jeu de cartes qui est toujours édité chez Nuts Publishing. Donc c'est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 90 minutes à partir de 14 ans. Et c'est un jeu de Ian Brody, voilà, qui a fait cette adaptation en jeu de cartes. Vous allez voir un petit peu, les règles sont assez simples. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour mon avis sur le jeu, mais juste au niveau des illustrateurs, il y en a tellement que je peux pas les citer, mais vous allez tous les retrouver. Tout le monde est cité bien évidemment dans la règle du jeu de la guerre de l'anneau, pardon, le jeu de cartes. À tout à l'heure. Voici le matériel du jeu de cartes de la guerre de l'anneau. Alors vous avez ici les cartes du peuple libre, les cartes du Mordor, les peuples de l'ombre, hein, vous l'aurez bien compris, les rouges contre les bleus. Ici vous allez avoir les champs de bataille des peuples de l'ombre, ici les champs de bataille des peuples libres, ici les routes, vous allez voir comment tout ça va fonctionner. Des jetons de corruption, des jetons de combat en fait qui sont ici avec des jetons de défense. Vous allez avoir le jeton du premier joueur pour la manche et puis ici le jeton anneau, voilà, il y en a un bleu et un rouge qui sera distribué aux deux joueurs. Et ici en fait vous allez avoir une petite carte qui va vous permettre de suivre un petit peu l'évolution des tours de jeu. Donc cette carte est double face, hein, recto verso, donc vous avez ici le côté 2 ou 3 joueurs et ici le côté 4 joueurs pour les scénarios de la trilogie. Alors dans notre cas de figure ici, pour un scénario à 2 joueurs, eh bien en fait vous allez pouvoir l'utiliser si vous voulez, mais bon c'est pas très utile, c'est-à-dire qu'en gros vous allez mettre le pion ici. Donc le premier joueur à jouer sera les joueurs des peuples libres, ensuite vous irez sur le joueur des peuples de l'ombre et ainsi de suite. Voilà, vous allez faire comme ça. Si vous jouez à 3 joueurs au moins, eh bien vous allez donc pouvoir passer comme ça de l'un à l'autre et vous allez donc, suivant la configuration du scénario qui vous sera expliqué dans les règles, eh bien, vous allez pouvoir jouer tel ou tel peuple, donc telle ou telle carte par rapport à votre tour de jeu. Et donc ici, pour un jeu à 4 joueurs, eh bien, le premier joueur aura les hobbits. Ici, vous allez avoir le Mordor. Ici, vous allez avoir les peuples, donc Aragorn, etc. Et puis ici, vous allez avoir Saruman. Donc les peuples de l'Isengard. Voilà, donc ça c'est pour les tours de jeu et vous avez ce jeton qui vous permet également de passer d'un côté à l'autre pour aller faire désigner qui sera le premier joueur lors de la manche. Alors quel est le but du jeu de la guerre de l'anneau? Qu'est-ce que vous allez devoir faire dans ce jeu? Eh bien c'est simple, vous allez devoir gagner un maximum de points liés à des cartes qui seront à chaque fois des routes ou des champs de bataille. À chaque tour, à chaque manche, vous allez avoir ici une carte de route et ici une carte de champ de bataille. Suivant le tour du jeu, si par exemple c'est au joueur des peuples libres de démarrer, eh bien on prendra une route. Parmi, vous allez voir qu'il y a un choix de 3 cartes à chaque fois parmi le numéro 1 par exemple. On en tire un au sort, on le met en place, allez on le fait maintenant, pof. Ici les deux autres, on les oublie, on les met sur le côté. Et ensuite vous allez avoir les routes numéro 2, 3 jusqu'à 9. Et à chaque fois vous allez tirer au sort, donc parmi 3 cartes, une des cartes qui va venir juste ici. Vous allez donc choisir un champ de bataille et si c'est, je disais, si le jeton premier joueur est du côté bleu, eh bien vous allez prendre un champ de bataille bleu, voilà, que vous allez mettre ici. Donc là, vous allez être forcément, en tant que joueur des peuples libres, vous allez forcément être défenseur sur toutes les routes. Et au niveau des champs de bataille, lorsque c'est un champ de bataille des peuples libres, vous serez défenseur. Le joueur des peuples de l'ombre sera l'attaquant. Et si on utilise un champ de bataille rouge, et bien ce sera le bleu qui sera l'attaquant et le rouge qui sera le défenseur. Je vais dire bleu et rouge parce que peuple libre, peuple de l'ombre, bon, ça, au bout d'un moment ça va être un peu relou. Alors le joueur bleu incarnera Gandalf et le joueur rouge incarnera le roi sorcier. Donc sur le scénario en duel, eh bien le joueur qui incarne le Gandalf va piocher 4 cartes de son deck sans en défausser, contrairement au mode communauté de l'anneau où là vous étiez obligé d'en défausser, donc même sans connaître vraiment le jeu, vous étiez déjà obligé de défausser des cartes. Et le joueur rouge, quant à lui, va prendre 6 cartes, voilà, c'est comme ça. Et à chaque fois que vous aurez une phase de pioche, eh bien ce sera exactement la même chose. Le joueur bleu piochera 4 cartes
cartes, le joueur rouge piochera 6 cartes. Allez, on va s'intéresser maintenant au fonctionnement des cartes route et des cartes champ de bataille. Donc je vous disais que le joueur des peuples libres était constamment défenseur sur les cartes route, et bien c'est le cas. Et pour remporter une carte route, et bien un joueur des peuples libres va devoir obtenir au moins un jeton de défense, un jeton bouclier de plus que le nombre d'attaques que le joueur du Mordor lui infligera. C'est-à-dire qu'ici vous avez un jeton de défense déjà ici, vous avez un bouclier sur cette route. Cette route va vous rapporter 1 point pour les peuples libres si vous la remportez. Il y a déjà ici une petite indication donc qui va vous concerner en tant que joueur bleu. Donc le joueur elfe, forcément c'est le joueur bleu puisqu'il y a les cartes des elfes dedans, pioche une carte puis défausse une carte de sa main. Donc ça vous le faites, vous piochez une carte et puis on va regarder après pour en défausser une. Ça, ici, c'est le numéro de la route. Vous allez voir que seuls les personnages qui ont ce numéro sur leur carte peuvent interagir avec cette route. Je ne peux pas aller défendre avec un personnage bleu s'il n'a pas marqué au moins 1 sur sa carte, et je ne peux pas attaquer avec un joueur du Mordor s'il n'y a pas le petit numéro 1 sur sa carte. Ici, pour les champs de bataille, eh bien, vous allez avoir un petit peu quelque chose de similaire. C'est-à-dire qu'ici, vu que c'est un champ de bataille bleu, eh bien, vous avez déjà 1 point de défense ici pour le joueur des peuples libres. Ici, le 1 correspond au nombre de points de victoire que va rapporter cette carte. Vous allez pouvoir interagir cette carte avec les peuples du Nédin, je crois. Attendez, je récupère mon aide de jeu. Alors, les aides de jeu sont très pratiques, hein. Vous en avez une en rouge, une en bleu. Vous en avez 4 dans la boîte. Donc, si vous jouez en duel, vous avez le recto verso. Vous pouvez utiliser 2 aides de jeu rien que pour vous. Donc là, au niveau, j'ai dit les du Nédin, mais c'est pas du tout ça. C'est le Rohan, hein, ceux qui sont spécialisés avec les chevaux. Et le blanc comme ça, c'est toujours les magiciens. Donc les magiciens peuvent interagir avec tous les champs de bataille, quasiment je pense, et puis donc après c'est différents peuples qui peuvent interagir. Vous allez retrouver également un symbole comme ceci, c'est le symbole d'Isengard, donc ça veut dire que le joueur du rouge, le joueur du Mordor ne pourra jouer que des cartes d'Isengard sur cette carte. Voilà, il ne pourra jouer que les orques ou les cartes de Saruman, il ne pourra pas jouer de Nazgûl, etc. ou de comment ça s'appelle déjà, les Sudérons, voilà, il ne pourra pas jouer de Sudérons sur cette carte. Alors vous allez donc récupérer des cartes, comme ça vous allez les gagner en faisant en gros une bataille, hein. Clairement c'est ni plus ni moins un jeu de bataille, mais quand même plus poussé, hein, que le jeu de bataille avec des cartes. Donc là on va regarder un petit peu comment fonctionnent les cartes. Hop, je vais remettre tout ça dans le bon ordre et on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on va trouver comme carte. Alors vous allez avoir ici en haut à gauche le nom, le type, pardon, la race du peuple. Donc ici c'est les elfes, hein. Vous avez ici Galadriel. Vous allez avoir ici une carte des chevaliers du Rohan, donc ça c'est plutôt pas mal parce que je vais pouvoir aller la jouer ici s'il le faut. Vous allez avoir une illustration qui va être très sympa à chaque fois, donc la race ici qui va être marquée, et puis le type de carte, si c'est un objet, si c'est une armée, si c'est un personnage, si c'est un objet pour un magicien, etc. Et si c'est un objet, vous allez forcément avoir derrière une indication qui va vous dire sur quel personnage vous pouvez l'utiliser. Donc par exemple ici l'objet ne peut être utilisé que sur un elfe. Ici l'objet ne peut être utilisé que sur une carte de Ent. Ici cet objet ne peut être utilisé que sur Galadriel, ce qui tombe bien puisqu'on l'a ici. Voilà, donc ça ce sont au niveau des objets. Vous avez la partie basse de la carte qui correspond aux routes. Donc ici, toute la partie grisée correspond aux routes. Ici, vous voyez que Galadriel, je ne pourrais l'utiliser que sur une route numéro 5. Je ne peux pas l'utiliser sur une route numéro 1. Et par contre, si je l'utilise sur une route numéro 5, je pourrais apporter 2 boucliers de défense sur cette carte. Vous avez ensuite, sur la partie haute à gauche, vous avez donc tout ce qui concerne les champs de bataille. Donc ici, lorsque vous avez 2 épées qui sont croisées, eh bien ce sont des attaques sur contre le joueur des peuples du Mordor. Et ici, vous avez également des boucliers qui peuvent s'ajouter en défense sur des terrains de champs de bataille. Donc les boucliers du bas pour les routes, les boucliers du haut pour les champs de bataille, les attaques pour les champs de bataille. Le petit symbole en haut à droite, eh bien, va vous aider simplement à retrouver quel type de carte c'est. Si je vois une épée comme ça, c'est un personnage. Si je vois un objet comme ça, c'est une carte objet. Voilà, vous allez retrouver comme ça, ici, même une armée. Tous ces symboles-là, vous les retrouvez évidemment dans la notice, mais vous allez vous y faire très vite, il y en a très peu.
Donc là je devais défausser une carte, alors attention puisqu'il y a plusieurs thèmes qu'il va falloir acquérir dans ce jeu. Donc défausser, ça tout le monde le sait, je vais mettre une carte par exemple, allez je sais pas, les Ents j'en ai pas, je vais mettre cette carte là dans ma pile de défausse, juste ici à côté de mon deck. Ça veut dire que si jamais je suis amené à reprendre mon deck pour, parce que j'ai plus de cartes et reprendre des cartes, et bien cette carte là je vais la retrouver plus tard. Lorsqu'on vous demande d'abandonner une carte, et bien vous allez devoir abandonner, donc retirer, éliminer en gros une carte de votre zone de jeu. Donc soit une carte de votre main, soit la première carte de votre deck, donc face cachée, vous ne saurez pas ce que vous éliminez, soit une carte qui serait dans votre zone de réserve, puisqu'en fait vous allez voir que nous avons une zone de réserve. Donc soit on peut interagir directement avec des cartes, comme ici les cartes que vous trouvez le champ de bataille et la route, soit vous pouvez les mettre en réserve pour les avoir plus tard. Alors à quoi va servir le petit jeton ou le gros jeton anneau que vous avez chacun de votre côté? Eh bien une fois par manche dans ce mode de jeu, vous allez pouvoir le retourner, hop voilà, l'utiliser, et vous allez piocher 3 cartes de votre deck, vous allez en éliminer une, donc qui va être complètement retirée du jeu, vous allez en défausser une et vous allez garder la 3e. Donc ça vous pourrez le faire à chaque manche. Donc ça attention parce que ça fait toujours des cartes éliminées, ça fait toujours des cartes en moins. Je peux vous assurer qu'au bout d'un moment, quand vous allez arriver vers la 9e route, ça commence à faire beaucoup de cartes éliminées. Alors au niveau des cartes du Mordor, eh bien on va retrouver là exactement la même chose que pour les cartes des peuples libres, à savoir toute la partie basse qui va correspondre à la route, la partie gauche qui va correspondre au champ de bataille avec les petits symboles de race. Ici vous avez les Sudérons, ici vous avez le Mordor, les monstres, etc. Également si vous avez des objets ou des choses comme ça, ce sera exactement la même chose. Alors je vous ai pas parlé des capacités sur les cartes précédentes, mais évidemment vous allez avoir une carte capacité qui sera ici à chaque fois sur chaque carte et qui va vous indiquer si vous avez plutôt une capacité sur une carte quand elle est en réserve ou si vous avez une capacité sur une carte quand elle est jouée. Donc ça, attention à tout ça. Et vous avez également, vous allez voir des petits symboles comme ça d'attaque, mais qui sont plus petits et qui sont dans des ronds. Vous avez également la même chose sur les cartes de défense. Et bien ça veut dire que c'est des commandants. Donc le personnage en question est un commandant et pour qu'il puisse bénéficier de son attaque, il va falloir qu'il soit accompagné d'une armée de la même race. Donc par exemple si je joue le chasseur, eh bien il faudra que j'utilise comme par exemple ici des orques du Mordor pour pouvoir valider mon attaque, ce qui ferait que j'aurais 2 attaques et non pas une seule. Alors vous aviez vu que sur les cartes du peuple libre c'était des petits boucliers, eh bien là ce sont des crânes. Voilà, à chaque fois que vous aurez un crâne, eh bien il faudra un bouclier en face pour arrêter, pour empêcher ce crâne de vous prendre la carte. Donc on va voir ça dans la résolution des cartes. Alors comment ça va se passer au niveau du jeu? Eh bien le joueur des peuples libres va commencer à jouer et il va devoir donc commencer à jouer des cartes. Donc pourquoi pas peut-être essayer de défendre avec les chevaliers du Rohan cette carte là pour rajouter un point. Ou alors peut-être attendre de voir si le joueur du Mordor joue des cartes de l'Isengard. Et puis pourquoi pas mettre des cartes également en réserve pour plus tard. Alors j'ai pas lu la petite capacité du champ de bataille. Activez également le gouffre de Helm s'il est dans le paquet du champ de bataille des peuples libres. Alors voilà, vous allez avoir exactement des cas de figure comme ça où vous allez eh bien avoir des doublons de cartes. Vous allez activer 2 champs de bataille et donc ces 2 champs de bataille seront à récupérer, à gagner pendant cette manche. Alors le gouffre de Helm, eh bien le voici, hop là, on va faire un petit peu de place. Alors quand vous regardez comme ça et que vous ajoutez un champ de bataille, eh bien vous allez remélanger la pioche, bien évidemment. Alors la particularité de ce jeu, c'est que lorsque vous allez jouer une carte, eh bien vous allez devoir en défausser une, toujours. Vous ne pouvez jamais jouer une carte comme ça toute seule, sans rien, donc vous êtes obligé de d'en défausser une. Alors par exemple, si j'utilise Galadriel, tiens je vais utiliser Galadriel, je vais la mettre dans ma zone de jeu, donc dans ma réserve. Alors je l'incline, pourquoi? Parce qu'en fait je ne peux pas l'utiliser sur ce tour-là. Voilà, je suis obligé de la garder comme ça. Et puis si je veux l'utiliser, je suis obligé d'attendre la manche suivante. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Quand elle est jouée, piochez une carte tant qu'elle est en réserve. Piochez une carte supplémentaire à chaque phase de pioche, puis défaussez une carte de votre main.
Alors peut-être dans les commentaires vous allez pouvoir m'éclairer sur un point, parce qu'en fait j'ai pas trouvé vraiment la réponse. Quand elle est jouée, alors pour moi quand elle est jouée, dans ce que j'ai vu dans les règles, en fait le fait de la mettre en réserve, elle est jouée. Donc ça veut dire que je pourrais piocher une carte. Donc on va le faire, on va piocher une carte. Et puis, tant qu'elle est en réserve, donc je pourrais piocher une carte supplémentaire lors de la phase de pioche. C'est-à-dire que lorsque je vais avoir la phase de pioche et que je devrais prendre mes 4 cartes, eh bien, j'en prendrai 5, le temps que ma carte de Gadriel est dans la réserve. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, je dois défausser une carte. Alors, je pourrais très bien défausser la carte que je viens d'avoir, ou bien défausser autre chose. Bah, je vais défausser un arc de Galadrim. Voilà, hop, je vais mettre ça dans ma zone de défausse. Maintenant, c'est au joueur du Mordor de jouer, et lui, il va peut-être essayer d'aller faire une petite attaque sur la route, ça pourrait être sympathique. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer? Bah tiens, le chasseur, il pourrait le jouer. Ou alors un monstre. Bah tiens, on va jouer le monstre. Allez, hop, on joue le monstre, on le met juste ici, et par contre, il va falloir défausser une carte. Donc... et ben on va défausser la lame de Morgul. Allez, hop, la lame de Morgul défaussée. On va pas y passer la vie, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Donc, nuée de Crébin, si elle est sur une route, vous pouvez utiliser votre action pour activer une route différente avec le même numéro. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Parce que ça veut dire que si, au lieu de prendre une carte pour la jouer ou la mettre en réserve, eh bien, je pourrais utiliser mon action pour changer, si je le souhaite, cette carte-là. C'est-à-dire qu'en fait, je vais prendre la carte route du même numéro, parmi les deux là, je pourrais très bien le faire, mais ça, ce sera mon action que je vais pouvoir faire juste après. Donc, on va peut-être voir pour faire ça. Donc là, le joueur bleu va continuer à jouer, donc on pourrait très bien jouer le miroir de Galadriel, qui va sur Galadriel, donc on peut le jouer, hop, on va enlever le Denethor, hop, on va garder la dernière carte. Et donc, tant que cet objet est en jeu, vous pouvez toujours examiner la carte du dessus de votre pioche. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi, ça permet d'anticiper les choses. Ensuite, le joueur rouge, eh bien, au lieu de jouer une carte, il pourrait très bien jouer cette action pour peut-être avoir un terrain qui n'aurait pas de défense de base dessus. Donc ça pourrait être intéressant pour lui. Donc si elle est sur une route, vous pouvez utiliser votre action pour activer une route différente avec le même numéro. Donc on va le faire. On enlève cette route-là. Donc il ne peut jamais y avoir deux routes en simultané sur un plateau. Il ne peut y avoir qu'une seule route. Quand vous remplacez une route, c'est pour mettre autre chose à la place. Et ben il a bien fait. Le joueur Hobbit pioche 2 cartes. Alors ça donne 2 cartes au joueur Hobbit, certes, mais ici, vous voyez qu'il n'y a plus de défense. Donc pour l'instant, le joueur du Mordor gagne cette carte ici. Donc ça, c'est intéressant. Le joueur Hobbit, le joueur des peuples libres, pourrait faire une chose, c'est par exemple passer. Donc lorsque vous avez moins de cartes que votre adversaire, ou moins de cartes, ou atteint la limite de cartes qui est de 2 de toute façon, eh bien vous allez pouvoir passer. Donc quand vous passez, ce n'est pas définitif, c'est-à-dire que là je pourrais très bien passer pour attendre, voir ce qui se passe, laisser le joueur du Mordor jouer, et le temps que j'ai toujours moins de cartes que lui sur le tour d'après, je peux toujours passer. Quand les deux joueurs ont passé, on fait la résolution du combat. Donc là par exemple ici, on pourrait aller essayer de défendre peut-être un environnement. Celui-ci il est pas mal parce qu'en fait il y a 2 points, et ben on pourrait très bien les mettre ici en défense. Le bâton, ah bah non, c'est un objet, je peux pas. Voilà, le bâton de Gandalf, il faut l'ajouter à Gandalf. Bah écoutez, je peux rien faire, donc je vais passer. Si je pourrais mettre cette carte là, allez, on va la mettre ici. On va enlever, tiens, les chemins des morts, hop, et voilà. Et donc il nous reste une carte pour plus tard. J'ai mis une carte ici, et maintenant c'est au tour des joueurs du Mordor. Bah en fait le joueur du Mordor il a plus grand chose à jouer, hein, donc du coup il va falloir qu'il mette des cartes en réserve parce qu'il ne peut pas passer. Donc on pourrait très bien mettre le chasseur en réserve. Du coup on enlève, pourquoi pas, allez hop, Gollum. Le joueur ici passe son tour. Ici on pourrait très bien mettre une autre carte en réserve et je défausse cette carte. Alors dans les actions possibles, eh bien il y a jouer une carte comme je vous l'ai dit. Vous allez pouvoir déplacer donc des personnages de votre réserve vers des champs de bataille ou des routes. Donc ça c'est aux manches suivantes quand ils ne sont pas inclinés. Vous allez pouvoir défausser des cartes s'il y a des cartes qui vous intéressent pas. Vous pouvez très bien les défausser. Vous allez pouvoir renouveler votre main en éliminant, donc attention, c'est des cartes qui disparaissent en éliminant 2 cartes, et pour en récupérer une de votre pioche, c'est cher payé quand même. Et puis vous allez pouvoir donc utiliser une action ou passer si le timing vous le permet. La dernière action que j'ai oubliée, c'est évidemment utiliser votre pion anneau. Donc dans ce cas de figure, je vous rappelle, vous prenez 3 cartes,
vous en éliminez une, vous en défaussez une, vous gardez la dernière. Donc ça c'est pour ce mode de jeu. Attention, il y a des règles qui changent pour les différents modes de jeu. On passe à la résolution des routes et des champs de bataille. On va commencer par la route. Ici, il n'y a aucun jeton défense sur cette route. Nous avons une attaque du Mordor à cause de ce monstre, et bien le Mordor va gagner. Alors comment ça se passe pour le joueur du Mordor? Il ne gagne pas les points de la route, mais par contre il va gagner des jetons de corruption qui valent 1 point, en fait, à chaque fois qu'il va dépasser le nombre de boucliers. C'est-à-dire qu'ici il n'y a pas de bouclier, donc mon attaque en fait va me rapporter un jeton de corruption que je vais garder. Donc je remporte cette carte là. Hop là, je la mets dans ma zone de jeu, ici, et je mets le jeton corruption dessus, donc là j'ai déjà 1 point. Ici, ce champ de bataille est gagné par... alors la carte de combattant est éliminée, donc ça c'est des cartes qui vont disparaître du jeu complètement. Ici, au niveau du champ de bataille bleu, eh bien c'est le joueur des peuples libres qui le gagne, donc on va le mettre là. Ici, pour ce champ de bataille, eh bien il n'y a eu aucune attaque du Mordor, puisqu'il n'avait pas de carte 10 en garde, eh bien c'est le joueur des peuples libres qui récupère cette carte, à savoir que la carte des cavaliers du Rohan n'a pas été utilisée pour combattre, puisqu'en fait vous aviez déjà des boucliers et puis il n'y a pas eu d'attaque, donc en fait le joueur des peuples libres gagne la carte du champ de bataille et il défausse la carte des cavaliers de Rohan au lieu de l'éliminer. Si la carte des cavaliers de Rohan avait servi pour une attaque, eh bien il aurait dû l'éliminer. Vous allez continuer comme ça, donc alors, sur le tour suivant, eh bien toutes les cartes qui étaient non utilisables dans votre zone de réserve deviennent utilisables. Vous allez repiocher des cartes, donc le joueur bleu pioche 5 cartes, alors attention normalement c'est 4, mais grâce à Galadriel qui est dans sa réserve, il pioche une carte de plus, donc 5 cartes. Le joueur rouge pioche 6 cartes. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à arriver à la fin de la route, c'est-à-dire à la 9e route, ou bien si l'un des joueurs arrive à avoir 10 points d'écart de points de victoire. C'est-à-dire que si à un moment donné le joueur bleu a 2 points de victoire et le joueur rouge en a 12, eh bien le joueur rouge gagnera immédiatement la partie du jeu de cartes. Et ben écoutez, voilà, et ben on se retrouve dans un instant pour mon avis sur ce jeu, à tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais comment fonctionne la guerre de l'anneau, le jeu de cartes. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors on a démarré la partie, on a démarré notre découverte de ce jeu avec le scénario pour 2 joueurs qui s'appelait La Communauté de l'Anneau. Voilà, donc c'est très simple. Le premier livre. Et donc en fait, vous aviez donc dans ce scénario des cartes bien précises à choisir, des cartes bien précises à mettre dans un certain ordre, etc. Donc soit pour les peuples libres, soit pour l'ombre, et du coup on a commencé par ça, qui est on va dire le mode de jeu conseillé pour commencer, pour débuter le jeu. Il s'avère qu'en fait ce mode de jeu est assez ennuyeux, on va dire, et puis assez facile pour les joueurs des peuples libres, puisqu'à chaque fois, à chaque tour, vous allez récupérer des cartes de route si personne ne va dessus, et c'est très compliqué pour les joueurs de l'ombre d'arriver à faire quelque chose avec ce mode de jeu, et en final on était resté sur un goût amer. On se disait bah mince, au final on attendait vachement de ce jeu là, et puis bah il s'avère qu'au final il fonctionne pas super, donc on n'a pas voulu rester sur cette avis là, et on est allé faire d'autres parties avec un mode duel pour 2 joueurs, avec toutes les cartes, avec un tirage au hasard des cartes de l'ombre, un tirage au hasard des cartes de champ de bataille, des peuples libres également, et puis vous aviez toutes les routes, et puis chaque joueur joue avec toutes les cartes de chaque peuple, de chaque type. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà, on a retrouvé tout de suite une ambiance beaucoup plus sympa, un jeu beaucoup plus prenant et beaucoup plus plaisant à jouer, et ça a été un vrai bonheur. Voilà, alors là où on est resté sur notre fin direct sur le mode La Communauté de l'Anneau, bah là on a pris un réel plaisir à jouer à la guerre de l'anneau, jeu de cartes, avec le mode duel de joueurs. Donc vous avez également des scénarios de la trilogie pour jouer à 4 joueurs où chacun va incarner certains peuples, et ça, ce mode là on n'a pas pu le tester parce qu'on n'a pas pu tester à 4, mais par contre ce mode là est vraiment aussi, a l'air vraiment aussi sympa que le mode de jeu que je viens de vous expliquer. Donc c'est vraiment hyper cool. Au niveau des illustrations c'est magnifique, au niveau du matériel, bon bah c'est des cartes mais elles sont de bonne qualité. La boîte est très grande par rapport à ce qu'il y a dans le matériel, mais par contre, je pense qu'il va y avoir sûrement des extensions, parce que je vois pas sinon l'intérêt d'avoir une boîte si grande s'il n'y a pas des extensions à rajouter dans la boîte. Donc ça devrait arriver, je pense, très bientôt. Et puis, donc, c'est un vrai bonheur d'avoir joué à ça, et donc je vous le conseille, mais surtout,
si vous voulez mon avis, ne jouez pas au scénario la communauté de l'anneau, jouez tout de suite les modes duel ou trilogie du Seigneur des Anneaux. Mais ça, le mode communauté de l'anneau qui est plus simple, etc., soi-disant pour apprendre à jouer, bah pour moi il ne devrait même pas exister. Donc je pense que je ne suis pas le seul à partager cet avis, et surtout si vous jouez à ça, ne vous fiez pas à ce mode et tentez les autres modes. Voilà, et bah écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur la guerre de l'anneau, le jeu de cartes. En tout cas chez nous ça fonctionne bien, du coup le mode machin on l'oublie, et avec les autres modes ça fonctionne super, et du coup c'est un vrai bonheur de jouer à la guerre de l'anneau, le jeu de cartes. Et ben voilà, maintenant que vous savez tout sur la guerre de l'anneau, le jeu de cartes, et bien alors, tu joues ou quoi?